Bonjour et bienvenue à la suite de l'étude de notre livre « La construction du personnage » de Stanislavski. Donc, dans le chapitre 6, leur professeur leur demande de refaire l'exercice qu'ils avaient fait antérieurement de quelqu'un qui est fou et qui rentre de force dans une maison et que les élèves sont obligés de se défendre, de se cacher ou en tout cas qui réagissent de façon émotive, bien entendu. Et le professeur les regarde, puis il ne semblait pas satisfait. Et puis les élèves lui demandent après, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? Et il leur explique qu'il trouve qu'ils en faisaient trop. Alors il dit, tout acteur devrait être capable de tenir les rênes à ses gestes de façon à les contrôler sans cesse. Il doit refuser d'être conduit par eux. Donc c'est intéressant de voir que la retenue, pour lui, est intéressante et primordiale. Donc moi aussi, je recommande la retenue. Puis, il explique que, par exemple, quand quelqu'un vit quelque chose dans la vie réelle, bien, il est pris d'angoisse, il pleure, il réagit émotivement, et après, il peut se calmer et être capable de le raconter aux autres, et c'est les autres, à partir de ce moment-là, qui le vivent. Ça m'a rappelé, en lisant ceci, moi, j'ai déjà participé, pas comme comédienne, mais comme assistante à la metteur en scène, à la mise en scène, et c'était une pièce sur les camps de concentration. Et puis, on avait écouté beaucoup d'archives de personnes qui racontaient leur séjour dans les camps de concentration. Et puis, ce qui nous troublait beaucoup, c'est que les gens racontaient ça de façon détachée. Ils ne s'impliquaient pas émotivement parce qu'ils l'avaient vécu avant. Et maintenant, ils étaient capables d'en parler de façon détachée. Et ça faisait en sorte que c'était nous, les spectateurs, moi et le metteur en scène, quand on regardait ça, qui étions renversés totalement. Donc, la retenue est importante parce que c'est le comédien qui doit partager l'émotion, mais c'est le spectateur, en le recevant, qui doit la vivre. C'est quand même particulier comme façon de voir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le vivre, mais la retenue est importante. Il dit, notre art exige qu'un acteur expérimente les angoisses de son rôle, qu'il pleure toutes les larmes de son corps chez lui ou pendant les répétitions, de façon à atteindre le calme, de façon à se débarrasser de tous les sentiments étrangers à son rôle ou pouvant lui nuire. Il peut alors paraître sur la scène pour communiquer au public les angoisses qu'il a traversées, mais en termes clairs, prenant profondément sentis, intelligibles et éloquents. À ce moment, le public sera plus affecté que l'acteur et celui-ci conservera toutes ses forces pour les diriger là où il a plus besoin d'elles pour reproduire la vie intérieure du personnage qu'il représente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre les émotions, mais il ne faut pas être submergé par elles. Donc, c'est là que la retenue vient. Parce que pour dire retenue, il faut d'abord qu'il y ait une émotion. On ne peut pas retenir quelque chose qu'on n'a pas. Donc, il faut d'abord aller dans l'émotion, la retenir pour ne pas être submergé par elle. Parce que dans la vraie vie, quand quelque chose d'intense nous arrive, on est parfois submergé. Puis, ça m'a rappelé aussi à l'université, dans mes cours d'interprétation, une collègue, une fille dans ma classe, elle avait choisi d'interpréter une pièce qui s'appelle « C'était avant la guerre à Lens-Agile ». Et dans cette pièce-là, il y a une scène où il y a une jeune fille, une jeune bonne dans les années 40 ou dans les années 30, je ne me souviens plus exactement, qui s'est fait violer, mais elle ne sait même pas que c'est un viol tellement elle est naïve. Et elle arrive en courant chez sa voisine et elle lui raconte l'événement. Et la fille de ma classe, ma collègue, était submergée par l'émotion, tellement qu'on se sentait mal dans la classe, on se sentait pas bien. Parce que les spectateurs sont sensibles aux comédiens, sont sensibles à l'humain. Ils vont toujours être empathiques. Donc, s'ils sentent, le spectateur sent que le comédien a un problème, ils ne vont plus écouter, ils ne vont plus se sentir à l'aise. Le jeu est cassé, là. On se dit, OK, la game elle va mal, là. La personnage qui joue le jeu semble ne pas être en contrôle. Et je me souviens, ma prof, elle a arrêté. Elle a dit, OK, ça suffit, on va arrêter ça là, tu te sens pas bien. Elle était gentille, elle était douce, mais elle dit, là, c'est plus le personnage qui joue, c'est la comédienne qui vit quelque chose qui n'appartient pas au personnage.
Et la jeune fille, parce qu'on était, on était jeunes à l'époque, la jeune fille d'expliquer qu'elle a été abusée, violée par son grand-père. Et c'est pour la raison pour laquelle elle avait pris cette pièce-là, parce qu'elle sentait qu'elle avait ce qu'il fallait pour l'interpréter. Mais elle n'était plus dans le personnage, elle était dans elle, dans son trauma, si on peut parler de façon de traumatisme. Et elle ne jouait plus le personnage. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il parle de retenue, je crois, puis c'est ce que notre professeur voulait nous partager. Alors, lui aussi, il parle des gestes, pas seulement des émotions. Un usage excessif des gestes dilue un rôle comme l'eau dilue le bon vin. C'est un exemple assez simple à comprendre, mais qui imagine bien ce qu'il veut dire. Grâce à cette retenue, cette discrétion, nous voyons nettement émerger le contour du personnage. Et jamais un acteur ne doit oublier que chaque geste typique construit en fonction du personnage scénique, donc le geste qui appartient au personnage, le rapproche de ce personnage. Tandis que l'intrusion de gestes personnels, donc faire entrer des gestes qui sont nos mouvements à nous, le sépare du personnage. Donc, c'est intéressant. On doit bouger comme notre personnage. Donc, pas de gestes personnels, des gestes qui appartiennent au personnage et qu'on a construit antérieurement. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient sur le tas. « Ah, je vais bouger comme mon personnage. » C'est vraiment une façon de bouger qui appartient au personnage. Et je reviens encore avec Marc Belland, puisque Marc Belland, c'est mon acteur préféré, puis c'est vraiment une belle personne. J'ai travaillé avec lui sur Annie et ses hommes, et puis lui, il interprétait un déficient intellectuel. Donc, sa manière de bouger n'était pas celle de Marc. Quand il interprétait le personnage de son jeune, pas si jeune que ça, là, mais de son adulte avec une déficience intellectuelle, il bougeait totalement différemment. Puis il avait fait des études, il avait regardé des vidéos. Alors, tout comme Alexandre Landry, qui lui aussi interprétait une personne avec une déficience intellectuelle, bien, leur manière de bouger n'était pas la leur. Alors, il donne ici d'un exemple, il dit « L'art se manifeste par les touches les plus retenues ». Il fait un parallèle avec l'art visuel, que parfois, des petites touches font en sorte que l'œuvre prend toute sa grandeur. Plus un acteur exercera de retenue et de contrôle sur soi au cours du processus de création, plus claire sera la forme et plus précis le contour du rôle et plus puissant son effet sur le public. Donc, le contour du rôle dans la retenue. Puis là, il parle que, bon, il y a beaucoup d'acteurs qui qui aiment étaler leurs émotions, qui aiment montrer, regardez, comme je suis un bon acteur, je pleure tellement, je suis un bon acteur, s'ouvre les veines, puis... Bien, ça fait en sorte que c'est pas encore là le personnage qui pleure. C'est le comédien qui veut montrer qu'il est bon à pleurer. Le comédien doit retenir l'émotion parce que dans la vie, là, pensez-y bien, là, les fois que vous avez pleuré en public, là, je ne crois pas que c'était voulu. Vous ne disiez pas « Ah oui, je vais pleurer, je vais montrer à quel point je pleure. » On ne veut jamais pleurer. À part là, avec notre conjoint, là, puis on a une émotion, puis on dit « OK, j'ai besoin de l'extérioriser. » Mais à part ça, là, dans la vie en général, devant les gens, on ne veut pas pleurer, là. On se retient de pleurer, puis on pleure contre notre volonté. Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler. Oui, si tu es un acteur qui est bon à pleurer, fine, mais non, ton personnage ne veut pas pleurer, puis il essaie de retenir de pleurer. C'est comme quand on joue une personne qui a trop bu d'alcool. Bien, la personne dans la vie réelle, elle essaie de marcher droit. La personne qui a trop bu, elle essaie de marcher droit. Puis il y a souvent des acteurs qui font l'inverse, ils marchent croche. Mais ils ne veulent pas marcher croche. Ils veulent marcher droit, mais il n'est pas capable. Fait que c'est un peu ça, là. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle que je fais. Alors, je l'ai dit, c'est bien beau de dire « retiens », mais il faut avoir de l'émotion. Alors là, il parle d'un grand acteur et de sa construction de rôle. Et je reviens à Marc Belland. Et Marc Belland, je l'ai vu avant de le connaître, de travailler avec lui. Je l'ai découvert sur scène. Je suis allée voir une pièce qui s'appelle Caligula. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai vu cette pièce-là, mais je l'ai encore en mémoire. Et
ils étaient une dizaine sur scène et je n'étais pas capable de détacher mes yeux de Marc Belland. Dans le sens que Marc avait fait une recherche corporelle, une recherche émotive tellement poussée. Bon, Marc, avant d'être comédien, c'était un danseur, donc un danseur de danse moderne. Alors, on peut comprendre qu'il y avait beaucoup d'agilité, de souplesse dans son corps, mais la recherche était grande et il était tellement plus grand que nature. Bien sûr, Caligula, vous irez faire une recherche là-dessus, sur cette pièce. C'est sûr que c'est un personnage grandiose. Mais avec mon ami avec qui j'avais été voir la pièce, on n'était pas capable de détacher nos yeux de lui, puis il était tellement bon. Les autres étaient accessoires. Et pour la petite anecdote, on était allé manger après au commensal avec mon ami. Et puis là, qui on ne voit pas en train de se choisir de la nourriture? Marc Belland. Mais pour nous, c'était pas Marc, c'était pas l'acteur, c'était Caligula qui encore émanait de sa puissance et de son pouvoir. Écoute, on est sortis sur le trottoir, on était dehors, sur le trottoir, on n'était pas capable de rester proche de lui, on était trop subjugués, impressionnés, fascinés, je ne sais pas comment appeler ça. Et puis, on était des jeunes comédiens frivoles et impressionnables, mais on avait raison parce que son rôle était grandiose. Et puis, on criait, on riait, on n'en revenait pas que Caligula se choisissait de petits mets végétariens comme nous, on le faisait. Et par la suite, l'émotion a baissé et tout ça, puis j'ai été capable de côtoyer Marc comme collègue de travail, mais j'ai toujours été un peu impressionnée. Et pour poursuivre dans l'anecdote, quand mes comédiens avaient terminé de leur journée, ils avaient terminé leur scène, ben moi, normalement, je m'en allais aussi. Et puis, Marc avait une scène difficile à faire, et puis il m'a demandé, il dit, « Tu veux-tu rester pour me coacher? » Et j'étais là, « Te coacher? » Ben, je peux t'aider, je peux surveiller ton texte, mais écoute, j'étais pas capable de lui donner aucune indication. Puis là, je vais le voir, puis je lui dis, « Ah, c'était vraiment bon, c'était vraiment bon. » Il dit, « Non, non, on dit pas ça. » Parce que quand on nous dit ça, après, on veut le refaire, puis on veut plaire, puis on n'est plus dans le personnage. Puis il n'y avait pas tort. Moi, je dis à mes comédiens, c'est bien, puis mais je dis pas, ah, c'est bon quand tu as fait ça, quand tu as fait ça. Je donne pas de détails. Je dis, c'est bien, puis après ça, je donne les indications que je veux que le comédien fasse. Et par la suite, après, je vais donner plus de détails sur ses qualités. Donc voilà, c'était un petit chapitre sur la retenue, et le contrôle. On se retrouve pour le chapitre 7. Merci.